Bienvenue dans Big Boss, une émission qui vous emmène aujourd'hui dans le monde de l'ingénierie. Une émission que j'ai le plaisir de présenter avec vous, Johan Condetz. Bonjour Marie-Noël, Bonjour. Nous accueillons aujourd'hui un grand patron, Thomas Spitals. Bienvenue. Avant d'être... bienvenue Thomas. Bonjour madame, bonjour monsieur. Avant d'être un grand patron, c'est aussi le fondateur de sa propre société, TPF, vous l'avez dit Marie-Noël. Alors qu'est-ce qui vous a donné l'envie, Thomas Spitals, de fonder cette société, il y a 27 ans, cette société d'ingénierie? Oui, c'est à la fois le fruit du hasard et une volonté parce que j'ai toujours voulu créer ma propre entreprise, la développer. Et aussi le fruit du hasard, parce que je me suis retrouvé dans cette petite entreprise et qui avait un problème de succession, un problème capitalistique. À l'époque, l'entreprise comptait 20 personnes et avec d'autres personnes, nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure de l'ingénierie. Alors on est en 1991 quand Exactement. vous démarrez dans cette entreprise qui est basée à Forêt. Peu de gens le savent parce qu'elle est vraiment nichée au cœur d'un quartier résidentiel. Et pour mieux faire connaissance, nous avons poussé la porte de votre bureau en votre absence. C'est la séquence dans le bureau du boss. Nous voilà donc dans le bureau du Big Boss de TPF. Premier constat, pas un seul papier sur son bureau. On va dire que M. Spitals est un homme qui voyage beaucoup, un homme qui tient également à sa famille. Elle est présente juste derrière lui. Et puis vous avez une vue directe sur cette toile, une toile visiblement inspirée de New York. C'est pas la seule œuvre d'art qu'il y a dans votre bureau. On constate ici ce portrait, vous allez nous dire de qui il s'agit, et puis également ceci, un petit mot peut-être d'explication. Alors la table de réunion, elle est bien sûr présente avec tout le matériel pour pouvoir faire de la vidéoconférence, avec vue également sur des planches de bande dessinée. À mon avis, c'est l'autre passion qui vous anime. Il y a également une mini-bibliothèque, mini, il n'y a pas beaucoup de livres, mais il y en a deux qui nous ont interpellés. L'Afrique pour les nuls et puis un Becherel sur les verbes portugais et brésiliens. On a besoin d'un petit peu s'entraîner avec les langues, on dirait. Alors le portugais, Thomas Spitals, c'est une langue que vous avez besoin de maîtriser? Alors oui, parce que donc à partir de l'an 2000, nous avons acheté un bureau d'études au Portugal. Nous y étions déjà présents dans un autre métier, l'efficacité énergétique, mais de façon minoritaire. Et effectivement, donc à ce moment-là, je me suis dit bon, il faut apprendre le portugais. Mais c'est une langue difficile? Oui, très difficile, très difficile. Mais en fait, au Portugal, vous n'êtes pas tellement incité à apprendre les langues, puisque tout le monde parle l'anglais. Et en tout cas, dans notre société, même tout le monde, tout le comité de direction parlait le français. Donc, je l'ai néanmoins appris, je l'ai lu, parce qu'il y a un certain nombre de documents qui étaient en portugais. Mais surtout, à partir de 2009, nous avons acheté une première société au Brésil, suivie de plusieurs autres. Et là, au Brésil, vous pouvez vous retrouver... il faut parler, enfin il faut en tout cas maîtriser un peu le portugais, le brésilien, parce qu'il y a des endroits où personne ne parle l'anglais, les chauffeurs de taxi ne parlent pas l'anglais, et donc si vous voulez vous débrouiller, il faut quand même savoir dire le minimum. On évoquera le monde dans quelques instants. Et TPF s'est fort développé à l'international. Alors votre bureau finalement, est-ce que c'est pas l'avion? Oui, tout à fait. Je passe beaucoup de temps dans l'avion. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de documents parce que je me suis dit, ça, je peux pas laisser, ça, je peux pas laisser sur mon bureau. C'est un peu confidentiel, etc. Mais non, effectivement, je suis un jour sur deux à l'étranger, effectivement. Ah oui. Donc, mais quand même assez souvent à Bruxelles. Oui, assez tout présent. à fait. Alors, on l'a vu, il y a pas mal de planches de BD, mais pas seulement dans votre bureau. Carrément, toute l'entreprise, on a niché les couloirs, il y a des planches de BD partout. On va voir ces images que nous avons glanées dans les couloirs, tout simplement. Quand on arrive chez TPF, on monte quelques escaliers et on est accueilli carrément dans une galerie de planches BD. Une passion vraiment pour vous? Oui, tout à fait. Mais donc, la bande dessinée, comme tout le monde, quand on est jeune, je pense qu'on en lit, mais a vraiment commencé à m'intéresser... Quand j'avais 15 ans, je les ai collectionnés, j'en ai acheté, j'en ai vendu. Quand j'étais encore à l'université, j'ai créé avec un ami une maison d'édition. Et puis laquelle? Elle s'appelle Champaka, Champaka. Et en fait, maintenant avec cet ami, j'ai créé
Enfin, je l'ai aidé dans la création d'une galerie qui se trouve près du Sablon. Alors, la bande dessinée, c'est un investissement aussi, parce que là, il y a des planches, j'imagine, originales. Est-ce que vous avez sûrement encore d'autres choses chez vous? Il y a véritablement aussi une volonté d'investir dans la BD? On dit que c'est tendance. Oui. Alors, en fait, si vous voulez, oui, c'est vrai que ces dernières années, les prix, enfin, de certains auteurs ont énormément augmenté, mais moi, c'est pas... Bon, je le fais depuis longtemps. Et j'avais pas mon métier, c'est déjà gérer de l'argent, faire du profit, etc. Donc là, c'était une passion. J'avais pas envie de dire. Enfin, j'ai pas du tout considéré comme un fait de. J'achète ça autant, ça va valoir autant demain. Je fais un bon ou un mauvais investissement. Ça doit être une source d'intérêt, un coup de cœur. Et puis bon. Et votre coup de cœur, c'est quoi la pièce dont vous êtes le plus fier? C'est quoi? Que ce soit en BD ou en planche? Oui. Bon, je pense j'ai un peu tout, etc. Mais c'est parce que vous avez montré des reproductions de certains de ces dessins. Mais effectivement, quand j'ai quitté le domicile familial en 1981, on fait 2 amis, on fait des dessins avec mon portrait pour une carte de changement d'adresse. Ils s'appellent Serge Clair et Yves Chaland. Yves Chaland, malheureusement, est décédé, mais c'était vraiment 2 très grands amis. Et c'était... Ça restera votre pièce tout maîtresse. À fait. Voilà. En tout cas, où effectivement, je suis très, très lié. Alors Thomas Spitals, c'est évidemment un patronyme connu, surtout pour les plus de 40 ans. Spitals, Guy, c'est un homme qui a dominé la politique belge pendant quelques décennies quand même. C'est l'ancien ministre-président wallon. Il a aussi été président du Parti socialiste. Est-ce que la politique, c'est un virus qui vous a démangé à un moment donné? Et non, pas vraiment. Enfin, moi, j'ai toujours voulu, dès l'âge de 15 ans, créer mon entreprise. Donc, je n'ai pas été attiré par... je n'ai pas voulu faire de la vie politique ma carrière. Bon, bien, effectivement... Mais ça vous intéressait. Voilà, comme vous le disiez, j'ai baigné dedans. Je pense que j'ai appris énormément de choses qui servent dans la vie de l'entreprise. Et voilà, ça m'a donné une ouverture sur le monde, sur la culture... Voilà, pour lesquels je remercie mes parents. Ça n'a jamais été un frein, oui, ça a été un frein, mais bon, voilà. Dans quelles circonstances? Bon, c'est pas toujours facile d'être le fils du président, du président du Parti socialiste, mais il y a aussi des avantages. Bon, voilà, donc, il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de désavantages que moi, donc je vais pas faire pleurer les chaumières sur mon sort. Alors je vous propose de plonger au cœur de votre entreprise, puisque nous avons eu l'occasion de nous y rendre, à ce siège qui se situe à Forêt, mais aussi à la rencontre des personnes qui travaillent avec vous. Les images sont signées Frédéric Dehainaut. Au détour d'un quartier résidentiel de Forêt, le siège de TPF. Une centaine de personnes travaillent ici. Les dirigeants, mais aussi de nombreux ingénieurs. Didier Debauche se replonge pour nous dans les plans du nouveau centre administratif d'Etterbeek, avenue des Casernes. 2 ans de travail pour toute son équipe. Plafond actif pour les bureaux, chaud ou froid, à partir du faux plafond. Mais alors il y a des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en toiture. Il y a des pompes à chaleur. Et il y a une géothermie. Alors géothermie, peut-être très simplement, c'est on enfonce des sondes dans le sol et on récupère l'énergie. Donc on chauffe et on refroidit avec l'énergie de la Terre, quoi. Donc ça, c'est quand même pas mal. La mise au point de techniques spéciales, c'est 1/3 de l'activité de TPF. Stéphane Bussing est à la tête du département Engineering. Il nous emmène dans les coulisses du centre commercial Dox. Ici, donc, on est vraiment au cœur de l'installation, puisque c'est ici qu'on reçoit l'énergie de l'incinérateur de Bruxelles. On a eu comme demande claire et précise du maître d'ouvrage de faire un bâtiment particulièrement efficace au niveau énergétique. Et ici, on avait une opportunité en or à saisir, puisqu'on a l'incinérateur qui brûle les déchets, qui nous génère de la vapeur et qui est utilisé pour chauffer, ce qui est en hiver fort intéressant bien entendu, l'ensemble des magasins, et qui permet en fait d'avoir un bâtiment qui ne consomme pas de gaz, donc ni d'énergie fossile. La technologie TPF, on la trouve aussi sur les toits et jusque dans les parkings. La technologie TPF, c'est par exemple ici un dispositif qui va nous permettre de désenfumer le parking et d'assurer la sécurité des utilisateurs, puisqu'ici on a quand même un parking de 1700 places qui est évidemment extrêmement fortement sollicité au niveau voiture. Un savoir-faire que TPF exporte aujourd'hui aux 4 coins du monde et qui se décline dans d'autres branches. C'est l'infrastructure où on est très fort principalement à partir d'acquisitions qu'on a fait en Espagne,
dans le domaine des routes, ponts, chemins de fer, TGV, métro. Donc on a beaucoup d'expérience. Et la troisième activité, et qui fait un tiers aussi, c'est l'eau et l'énergie ensemble. L'énergie, c'est la spécialité de Brahim Ouakas. Comme lui, une quinzaine de techniciens sont actifs sur Bruxelles. Le département TPF Utilities gère 25 entreprises de la capitale. On vérifie qu'il n'y a pas d'alarme, que tout fonctionne bien, que les 23 voies fonctionnent bien, que l'air est bien pulsé. Et voilà, une fois qu'on a fait un check de l'installation, voilà, on peut refermer et recontrôler sur place, sur les installations même. Présent dans plus de 50 pays et 4 continents, TPF brasse aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros. Un rayonnement mondial que l'on doit à 4200 collaborateurs. Voilà, on a vu pas mal de projets bruxellois et il y en a un qui est particulièrement emblématique, c'est celui du métro, du prolongement du métro Nord. On va resituer un petit peu pour nos téléspectateurs la nouvelle ligne de métro qui fait à peu près 5 km. Ce serait 7 stations, on voit, qui partent de la gare du Nord jusqu'à Forêt. Non, on y est, Bordet, voilà. C'est de l'autre côté. De l'autre côté, non, dans le Nord, on est d'accord. Donc on voit le tracé du métro. Justement, quel est votre rôle dans ce projet et où en est-on aujourd'hui ? Alors oui, notre rôle dans ce projet, c'est des bureaux d'études. Donc c'est de concevoir, enfin, pour faire le tracé, puis de concevoir toutes les études des stations de métro, des lignes de métro entre les différentes stations. Et on se trouve actuellement, effectivement, au démarrage des études proprement dites. Alors, est-ce qu'on est en retard sur le planning? Oui, on est un peu en retard, mais ces grands projets prennent toujours plus de temps que prévu. Et d'ailleurs, où qu'on se trouve dans le monde, ça, il n'y a pas de secret, ou, bon, à l'exception peut-être de certains pays comme la Chine, où là, ça va peut-être plus vite que prévu. Mais, et donc... Mais de votre expérience, vous pouvez quand même nous donner une idée? On a parlé de 2025, est-ce que c'est une date réaliste? Alors oui, au jour d'aujourd'hui, c'est une date réaliste. Donc, mais voilà, c'est dans longtemps, donc on verra ce qui peut se produire. Il peut y avoir effectivement des problèmes budgétaires, par exemple, qui fait que le projet serait ralenti, ou d'autres priorités. Mais oui, non, c'est réaliste. Et au niveau de l'engineering, vous êtes prêts? Oui, nous, on est prêts. Enfin, bon, effectivement, comme le disait Christophe tout à l'heure, bon, nous, on a dans le secteur des infrastructures, qui est sans doute le plus important dans le groupe, on a une expertise assez forte dans les trains à grande vitesse et les métros. Pour l'instant, dans le métro, on travaille sur le métro de Bogota, sur 2 lignes du métro de Lima, on travaille au métro d'Alger, on travaille au métro de Riyad, etc. Et donc, c'est vraiment une expertise qui est forte chez nous. Le métro de Marseille, qui est forte chez nous, et donc qu'on veut maintenir, développer et continuer à être au sommet, voilà, disons, au top de l'expertise. Alors on l'entend, vous travaillez dans le monde entier, métro d'Alger, Bogota, etc. Est-ce que vous n'êtes pas un peu ébahi, je dirais, par la lenteur des grands travaux à Bruxelles, le RER, le métro? On met parfois 20, 30, 40 ans entre la prise de décision et la réalisation effective. Oui, c'est vrai que ça met beaucoup de temps. C'est plus qu'ailleurs. Bon, ça devient quand même ça devient très lent. C'est très lent. Et c'est effectivement, il y a des projets sur lesquels on travaille qui mettent beaucoup de temps. Bon, et le principal victime c'est les usagers qui ne peuvent pas l'utiliser ou décongestionner Bruxelles. Mais c'est dû à quoi, cette lenteur? Je pense qu'il y a la lenteur de l'obtention des permis. On parle du métro, mais évidemment on pense au RER, sur lequel on travaille aussi, et les lignes, la partie essentiellement qui va vers la partie francophone du pays ont été ralenties. Et puis c'est adjoint à cela des problèmes budgétaires qui ont fait que c'est tellement étiré dans le temps que l'argent a été utilisé à autre chose, où il y avait d'autres priorités, la sécurité, et donc le projet ne s'est pas fait. Mais il est clair qu'on peut mieux faire. Il est clair aussi que pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse de ce phénomène, on voit que pour qu'il y ait de réel investissement qui se fasse dans un pays, il faut que la croissance soit significative. Et donc, la Chine ou l'Inde avaient des croissances de 6 ou 7%, ont des programmes majeurs d'infrastructures. On est très présent en Inde.
On a 600 collaborateurs en Inde, mais on a construit, pas nous, l'ensemble, en 2016, 8000 km de chemin de fer et 8000 km d'eau. Et ici, on est d'accord, on parle de 5 km. Voilà. Et donc, tout le réseau ferroviaire en Belgique, si je ne me trompe pas, c'est 3000 km, en Espagne 12 000. Donc on voit où on se trouve. Alors, donc il faut une croissance forte, et je pense aussi que dans un certain nombre de pays, dont le nôtre, on a perdu le goût de l'investissement public. On a à certains moments favorisé ou privilégié les dépenses courantes plutôt que de se dire il faut investir, il faut maintenir nos infrastructures dans l'État. Et c'est qui? C'est les pouvoirs publics, les pouvoirs publics. Parce que, on a des difficultés budgétaires, il faut financer, la dette augmente, etc. Il y a des dépenses courantes qu'il faut financer. Mais au bout d'un moment, on voit que l'état des infrastructures se détériore. Et aussi, conséquence, ça handicape le tissu productif de la Belgique, qui n'a plus nécessairement le même niveau que d'autres. Mais donc, là, il y a des choix politiques qui vont être faits. Bon, évidemment, je ne suis pas nécessairement le plus objectif, puisque en disant cela, je prêche un petit peu pour ma chapelle, mais je pense qu'il est réellement important qu'on fasse cela, et surtout qu'on imagine, dans le cadre des investissements qu'on fait, quelles vont être les villes et les pays de demain, et de ne pas nécessairement faire des investissements qui sont le même type d'investissement qu'on faisait il y a 10 ou 20 ans. Alors, les villes, les pays de demain, évidemment, ça vous parle, vous qui êtes présent dans le monde entier. C'est en 2006 à peu près que vous avez dit l'Europe, on y a les trois, on y va. On va maintenant écouter le directeur général de TPF qui va un peu nous résumer cette expansion dans le monde en 1 minute. On l'écoute. On a commencé en 1991 à Bruxelles, en Belgique. On était une vingtaine de personnes à ce moment-là. Donc on occupait une partie de la Belgique. Et puis on a commencé par grandir en Belgique dans un premier temps pour acquérir une certaine taille de référence. On s'est développé après vers le sud de l'Europe, France, Espagne, Portugal, parce que la concurrence était principalement anglo-saxonne. 10 ans plus tard, on a réalisé notre première acquisition importante hors Europe, qui était en Inde. Et on a profité de l'ouverture de l'Europe de l'Est pour s'installer en Roumanie, en Pologne et puis plus tard en Ukraine. Et depuis, on a continué le développement avec, comme vous voyez, une présence forte en Amérique du Sud, une présence importante en Afrique aussi, puisqu'on est présent dans le Maghreb, Kenya, Tanzanie. Notre filiale portugaise suit les activités Angola, Mozambique. Et alors, on a aussi une forte présence ici au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ça veut dire combien de personnes aujourd'hui qui travaillent pour vous? 4200 collaborateurs aujourd'hui. Thomas Spitals, on a entendu 4200 collaborateurs dans le monde, plus de 50 pays dans lesquels vous êtes actifs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie, ou vous avez déjà eu envie de délocaliser finalement, parce que votre activité, elle est plutôt ailleurs qu'ici? Alors en fait, la délocalisation, je pense qu'on est une entreprise, comme vous l'avez dit, qui travaille dans différents pays. Et les projets qu'on réalise dans un certain nombre de pays sont faits par des équipes où on retrouve les équipes locales qui travaillent sur des projets ou des ingénieurs spécialisés qui viennent d'autre part pour réaliser les projets que nous faisons. Mais vous travaillez surtout avec des gens sur place? Oui, tout à fait. Des employés locaux. C'est un choix, ça, parce qu'on pourrait croire que justement, il y a beaucoup de Belges qui vont, l'expertise TPF, elle est belge à la base, qui vont dans ces pays-là, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous cherchez l'expertise alors, si je peux rentrer dans le sabir managérial, donc on est local, donc on est une entreprise qui est globale, mais avec de fortes implantations locales. Donc pour réaliser des projets localement, et surtout dans certains pays de façon pérenne, on a besoin d'avoir des équipes locales fortes, avec une expertise mondiale forte aussi. Alors effectivement, on a une forte expertise, comme on l'a dit, en Espagne, au Portugal, parce que de grands projets dans le passé d'investissement ont été réalisés dans les années 90 et au début de... Voilà. Mais donc, on parlait du métro, mais enfin, par exemple, l'Espagne est le deuxième réseau de TGV du monde après la Chine, plus important. Vous l'avez réalisé ? Alors, on a travaillé sur toutes les lignes. Donc, que ce soit en mission de suivi de chantier, en mission d'études, en mission de superstructure, d'infrastructure. Et donc là, on a développé, comme d'ailleurs d'autres sociétés dans le pays, on n'est pas les seuls en Espagne, une expertise pointue sur les lignes, les trains à grande vitesse, qui nous permettent d'en faire aux États-Unis maintenant, par exemple. Et donc là, l'expertise qu'on a là nous permet de décrocher des contrats
les contrats dans ces pays-là. On entend souvent quand même les patrons en Belgique se plaindre des charges sociales trop élevées. Est-ce que vous avez déjà songé à employer des ingénieurs en Espagne pour travailler finalement en Belgique ou ailleurs dans le monde, des ingénieurs indiens qui travailleraient pour des projets belges? C'est des choses que vous faites ou Oui, tout à fait. Alors oui, tout à fait. Alors on a effectivement le coût, le coût et donc le prix de vente de nos heures en Belgique sont sont grosso modo dans le même niveau, que ce qu'on trouve en France, mais sont parmi les plus élevés qu'on puisse trouver dans le monde. Donc c'est difficile d'exporter. Mais néanmoins, le marché est un marché local. Il n'y a pas on sous-traite une partie de ce qu'on fait, mais on le sous-traite pour des raisons de coût, mais aussi de plus en plus parce qu'on a énormément de difficultés à trouver des ingénieurs en Belgique. On va y venir. Voilà, énormément de difficultés à trouver des dessinateurs. Mais vous n'êtes pas le seul justement à vous plaindre de cela. Je propose qu'on regarde justement l'article de l'Écho qui est paru il y a quelques jours. Il titrait sur les entreprises croissent et engagent, mais craignent la pénurie de profils, Johan. Ah oui, tout à fait. Peter Timmermans, donc l'administrateur délégué de la FEB, disait, je le cite, « Nous voulons éviter que nos entreprises délocalisent faute de trouver ici la bonne main-d'œuvre. » Alors justement, est-ce que cette main-d'œuvre, vous le dites, vous êtes confronté aussi à cette pénurie aujourd'hui ici? Oui, tout à fait. Ça devient effectivement, et on le voit depuis 6 mois, 9 mois, on éprouve d'énormes difficultés à engager des ingénieurs. Vous cherchez beaucoup de monde là pour le moment? Oui, on cherche des ingénieurs ou des ouvriers spécialisés, comme on l'a vu dans le reportage, et on n'arrive pas à les trouver. Alors, même des ouvriers spécialisés. Oui, tout à fait. Quelle solution, j'imagine, vous, en tant que patron, vous avez réfléchi à cela? Alors, je pense que, le fait, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, pour 2018, si on ne trouve pas on n'arrive pas à pourvoir un certain nombre de postes pour travailler sur le marché belge, on connaîtrait une croissance de notre activité plus faible que ce qu'on pourrait atteindre. Ça, c'est une certitude. Et donc, vous êtes freiné dans votre croissance parce que vous ne trouvez pas les employés adéquats. Oui, on va l'être à mon avis cette année. Et ça, quelles sont les solutions? Parce que alors nous déjà, effectivement, on a aussi une organisation où dans certains pays, on produit un certain nombre d'études pour d'autres pays. Donc il y a des parties du travail qui sont faites pour la Belgique, mais qui ne sont pas faites en Belgique. Mais je veux dire, c'est une partie, je dirais, minoritaire. Donc on a besoin d'implantation forte en Belgique. Et donc cette solution de délocaliser n'est pas la panacée, en tout cas ne suffira pas à combler les manques que nous éprouvons maintenant. Mais alors, d'accord, mais alors dans l'article de l'Écho, le patron de la FEB évoquait notamment de réformer l'enseignement. Est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant? Il faut aller plus loin? Disons, ce que je pense, c'est que pour parler de notre secteur, d'autres secteurs, c'est que il n'y a plus assez d'ingénieurs qui sortent en Belgique. Quand on voit... Pourquoi? Parce que la formation est trop dure, parce que qu'il y a un problème. Non, je pense qu'il y a peut-être une appétence moindre pour ce genre d'études, et que en comparaison, si on va en Chine, en Corée, etc. Là, c'est des centaines de milliers d'ingénieurs qui sortent chaque année, et que donc on perd par ce manque notre capacité d'exceller dans des main-d'œuvre techniques. On voit d'ailleurs que le monde de demain, il ne se crée plus en Europe, il se crée entre San Francisco, Séoul et Shanghai. Et c'est là où le monde de demain est inventé. Ce qui est, au-delà de notre problème à nous, là un problème majeur pour notre futur. L'article aussi évoque, Johan, la mobilité à Bruxelles. Anvers et Bruxelles sont les deux capitales citées. Est-ce que là aussi, alors on revient un petit peu plus chez nous, c'est vraiment un handicap pour développer votre entreprise sur Bruxelles, la mobilité, les problèmes de mobilité? Alors, c'est vrai que nos collaborateurs, pour atteindre notre bureau, quand il y a des réunions, parcourent parfois des heures de trajet tous les jours, d'embouteillage, etc. Et que ça fait 25 ans qu'on est dans ce bâtiment, qu'on y a grandi, qu'on maintenant on occupe totalement, qu'il y a un fort attachement à ce bâtiment, parce qu'il est particulier avec une ancienne entreprise de pain d'épices. Exactement.
mais qu'aussi, il y a un consensus parce qu'on a des collaborateurs qui viennent de Wallonie, on a des collaborateurs qui viennent de Flandre, on est près du Rhin, les Bruxellois peuvent y accéder, c'est pas... Et donc, nous, pour aller sur les chantiers, on a besoin de voitures. Et donc, on ne peut pas se déplacer en transport en commun. Et voilà, donc on a besoin malgré tout de se trouver auprès de voies de communication. Donc là aussi, vous criez, comme les patrons bruxellois l'ont fait il n'y a pas longtemps. Oui, mais je ne sais pas, si vous voulez, là je pense qu'il y a un problème qui est ponctuel. Je pense qu'il y a... Mais quelles sont les solutions comment la ville va évoluer dans l'avenir. Donc est-ce qu'on va restreindre l'accès aux voitures à la ville? On voit qu'avec... je ne sais plus si c'était une étude de Google ou Microsoft, mais disant qu'en 2030, la circulation automobile dans les villes aurait diminué de 40%. Donc, à partir de... c'est demain et c'est pas demain, mais à partir de ce moment-là, nos villes risquent de profondément changer. Et le problème de la mobilité sera peut-être très différent dans les villes dans 15 ans. Et je pense que c'est à ça qu'il faut réfléchir. Je pense que, par exemple, le besoin de développer fortement les transports en commun est quelque chose de très très important. Et la boucle est bouclée, puisqu'on Voilà. revient au métro Nord et que Monsieur Spitals plaide encore pour sa chapelle. Messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. On pourra encore parler des heures, mais il y aura à la suite de cette interview dans l'écho de ce week-end que je vous recommande chaudement. Merci en tout cas d'avoir été notre invité, Monsieur Spitals. Merci Johan pour ce bout d'entretien avec vous. Dans un mois. Merci à vous deux. Merci.